Welcome to Bulba Eku Podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Bulba Eku. Salam, salam, salut. Je suis en compagnie de Chris the Night Weasel, Moi, wesh. le seul, l'unique, et on a aujourd'hui comme invité Mr. Mike. What up, what up, what up? Thank you for having me, guys. Merci à toi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, ce podcast sera uniquement en audio. Donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable écoute. Je tiens à préciser à tout le monde que il y a Chris qui a un t-shirt de City Boys. Il veut me tirer dessus. City Boys, Raw Pippin Co. 1-800 Lay Pipe. Proper. Voilà. Ah voilà. oui. On aime ça. Donc Voilà. Mike, Merci de m'avoir dans l'émission. On a beaucoup de conversations avec Iba. Donc, pour une fois qu'on va enregistrer c'est ça. et peut-être en tirer quelque chose. Après, vous connaissant, je pense même, il y a un monde où c'est mieux, la plupart de vos conversations, elles sont pas enregistrées. Grâce à Dieu. Franchement, ouais. Grâce à Dieu. Franchement, ouais. Parce que sinon, on peut faire de la prison. Ah oui. C'est vrai que pour la blague, hein, je le dis, parce qu'après, je sais qu'on va plus laisser la parole à Mike et tout, donc je le dis maintenant. Avec mon frère, on avait déjà, il y a quelques années, parlé de faire un podcast et tout. Puis après, on s'est raisonné parce qu'on s'est dit qu'en vrai de vrai, en vrai de vrai, on allait venir nous véler à 6h du mat, bien rapidement. Donc, on a préféré, voilà. Vous vous Ouais, rappelez le dernier podcast de Trump, j'ai oublié avec qui il l'a fait, c'était pour la radio. Et puis il a dit la fameuse phrase grab her by the pee. Donc, ça c'est, on va devoir faire attention aujourd'hui à ce qu'on Aujourd'hui, dit, ça va à le ce qu'on faire. dit pas. Ça va le faire. Non, en détente. Bon, let's go. Mike, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avant tout, il faut juste me rappeler l'intitulé de l'épisode. Moi, je me présente Mike, hein, Mike. j'essaie d'éviter de dire que j'ai une vie compliquée parce que c'est vraiment subjectif et que chacun traverse la vie la façon qu'ils peuvent avec les moyens qui leur sont donnés. Ce qui va être compliqué pour moi va pas l'être pour certains d'autres personnes, et même si c'est compliqué pour moi, il y en a des milliers d'autres personnes, notamment dans mon pays d'origine, qui en souffrent 4 fois plus. Donc j'essaie de pas dire que j'ai une vie compliquée, mais que il y a eu des obstacles. Voilà, il y a eu des obstacles et que voilà, on a fait du mieux pour les franchir. Juste pour vous dire très rapidement, donc j'ai grandi dans une île dans les Caraïbes. J'ai vécu 9 ans. Donc j'ai vécu avec ma grand-mère et mon grand-père. Donc j'ai grandi avec eux et quelques de mes cousins. Ma mère, elle avait refait sa vie, donc elle avait déjà une autre famille avec 2 autres enfants ils ont un peu voyagé le monde vu que son mari travaillait à l'ONU. Et moi, je suis resté, grâce à Dieu, au pays avec ma grand-mère. On va revenir sur ce sujet. Et donc j'ai fait 9 ans, et suite à la mort de mon grand-père, ma grand-mère a dit prenez vos gosses, hein. Il n'y a plus d'argent, reprenez vos gosses. Donc j'ai fait un petit temps aux États-Unis. Ensuite je suis revenu en France. Juste pour te couper, t'étais de quel côté aux États-Unis? Parce qu'on sait que c'est assez grand les États-Unis, et selon l'endroit aussi où on va, on peut avoir aussi une culture et une vision de la vie assez différente. Donc, moi j'étais sur la côte Est. Donc les personnes qui viennent de notre île, généralement, quand ils immigrent aux États-Unis, c'est sur la côte Est. Depuis Montréal, Québec, jusqu'à Miami. Donc, c'est souvent ça. Ok. Ouais. Donc j'ai fait 1 an là-bas avec mon oncle, que je connaissais mais pas vraiment. Et donc j'ai fait 1 an là-bas, je suis revenu en France où j'étais finalement, on va dire, réuni avec ma intitulée, entre guillemets, vraie famille. Ce
qui était catastrophique. Vous imaginez bien un regroupement familial avec deux siblings, un beau-père allemand, un beau-père allemand, rien à voir, tu vois. Moi, je viens d'une île, je marche torse nu, je cours partout. T'as un enfant normal, tu vois, rempli d'énergie, et t'arrives avec chez l'allemand comme ça, qui est tout calme, donc il y avait une adaptation à faire. Donc cette partie-là était catastrophique. Donc après quelques années, je suis retourné aux États-Unis avec la famille, où j'ai Du pu coup, juste pour ressourcer. préciser, donc quand tu t'arrives en Europe, t'as quel âge et quand tu repars, t'as quel âge? Alors je suis arrivé, c'était en 2004, donc j'avais quoi, 10 ans, 11 ans. Ok. Ouais. Je suis né en 93, donc ouais, les génies feront les maths. Do the math. Et je suis reparti pour le début du lycée, donc j'avais 16 ans quand je suis reparti. Donc exactement. Non, en fait, j'ai fait 4 ans d'école, donc oui, j'avais 12 ans quand je suis arrivé. Donc oui, voilà. Donc quand je suis reparti, ça a été un grand changement parce que je retournais vers ce que je connais en termes de culture, en termes de manière d'être. C'était comme un reset pour moi aussi, de laisser toutes les conneries que j'avais fait en arrière et pouvoir commencer à zéro. Et, euh, et ça m'a permis, entre guillemets, de vraiment changer ma vie et la trajectoire dans laquelle j'étais. Nous, dans notre famille, même dans la culture de comme on a grandi, c'est tout le monde à l'université, il n'y a pas d'autre option. Donc, quand j'étais en France, j'y pensais même pas, non, tu sais, j'allais à l'école, je faisais rien. Et j'y pensais pas à l'avenir, parce que je me dis, en fait, c'était comme si c'était obligé que j'y aille, mais je ne sais pas comment ça allait se faire et j'y pensais pas. Et il y Mais a du coup, une quand tu retournes aux États-Unis, t'es dans quel cadre familial? quand je retourne pour la deuxième fois, donc je vivais avec ma tante et mon cousin. Donc ça, Ton cousin, il a le même âge que toi à peu près? oui, lui il est né en 94, donc on avait un an de différence. Mais en termes de taille, c'était une grande différence de taille, donc tout le monde pensait que j'avais genre 10 ans plus que lui. Mais Ouais. non, mon cousin c'est comme mon meilleur ami en fait. C'est un lien. Moi j'ai deux petites sœurs, mais je le considère lui comme mon frère en fait. Lui et son frère. Moi ça c'est mes frères et même si j'essaie de reconstruire les liens avec une de mes sœurs, c'est pas la même chose. Voilà. C'est Tu voilà. vois, bah, Voilà. après, Voilà. c'est, comment dire, j'ai eu cette conversation, j'étais avec un de mes cousins, justement, hier, j'ai eu une conversation, c'est lui pareil, je lui dis, mais selon, en fait, comment tu grandis avec les gens, comment tu les fréquentes, et, en fait, avec tes cousins, il n'y a pas d'entre-deux, c'est où vous êtes comme les 5 doigts de la main, genre vraiment, le même sang, vous avez tout vécu ensemble, vous avez grandi ensemble, vous avez fait les 400 coups, tout, ou alors, vu que vous n'êtes jamais trop parlé, bah, au final, ouais, vous savez que vous êtes de la même famille, vous avez le même sang, tout, mais au final, il y a rien de plus. Et toi, dans ton cas, je pense qu'avec tes sœurs, c'est pareil, en fait. En fait, quand je regarde ce phénomène, en fait, ça dépend de la relation des parents. Si les parents ils ont une mauvaise relation, ou les cousins se mettent ensemble et disent, ah bah, ils sont KO, ouais, ou on se met ensemble, on dit ils sont KO, nous on a notre propre relation, ou les cousins ils écoutent leurs parents et ils restent éloignés l'un de l'autre, ce qui est complètement dommage, parce que les cousins c'est des frères et sœurs donnés de Dieu, donc c'est des moments inoubliables. C'est vrai. Ouais, ouais. Peut-être pour rentrer dans pourquoi je dirais que j'ai eu beaucoup d'obstacles, c'est parce que, bon, pour la faire très courte, mes parents, on va dire biologiques, s'est séparés après, je crois que j'avais peut-être 6 mois, donc, ouais, peut-être 6 mois. Apparemment, mon père, il était violent, et c'est pour un problème psychologique ou quoi. Donc, quand je grandissais, même si j'étais avec ma grand-mère, il y a toujours eu cette notion que je finirais comme ça, que j'étais hyperactif, que j'allais être violent, que j'allais être comme lui. Mais Donc, ça, tu l'as senti dès ton plus jeune âge qu'on a voulu du coup t'assimiler directement, on va dire, au fantôme de ton père ou... oui,
tout le temps. Ça a toujours été là. Ok, de Depuis par ton mon, hyperactivité. ouais, depuis mon plus jeune, depuis mon plus jeune Âge. mémoire, ouais, jeune âge, ça a toujours été un sujet, en fait. Et j'ai pas ressenti comme une pression, mais j'ai toujours dit, faites comment vous pensez, en fait. Ça va pas, c'est quelqu'un que je connais pas. Donc, Ouais. vous me comparez à je ne sais quoi. Mais du coup, Donc, tu disais ça dans une optique de vous verrez que je ne serai pas ça plus tard, ou juste par simple. en grandissant au pays, en fait, on est jeune, on n'y pense pas vraiment. Je pense pas au problème, je pense pas que j'ai pas mes parents, je pense pas à ce que j'ai pas. Mais un peu plus tard dans ma vie, j'ai commencé à visiter mes parents qui étaient en Afrique, en Europe. Et quand j'arrivais chez ma mère et son mari, j'arrive, je vois que mes deux sœurs, ils ont des chambres remplies de jouets. Le garage, il est rempli de jouets. Ils ont une relation, genre ils se tiennent la main, ça se parle. C'est une famille, en fait. Ouais. Et je commence à dire, mais c'est bizarre, du coup, ce que j'ai. Parce que je dormais, en fait, presque ce que je parte, enfin non, jusqu'à ce que je parte, je dormais avec ma grand-mère. Jusqu'à mes 9 ans, j'étais entre moi, ma grand-mère et mon grand-père. Quand elle est décédée, on a déménagé chez une autre tante, où on a dormi dans un espace de peut-être quoi, je dirais 10 mètres carrés. On avait deux lits simples, là, junior, je sais pas comment on dit. Donc j'étais avec mon cousin, et ma grand-mère, elle était au pied du lit comme ça. On a fait ça pendant 1 an. On n'y pense pas. Mais quand je vais je vais chez ma mère, en Suisse, en Afrique, ils étaient au Kenya, et je vois tous ces trucs, je me dis, mais c'est bizarre. Compliqué parce que je manquais de rien avec ma grand-mère, mais quand tu arrives et tu vois ça, tu commences à te poser des questions en étant gosse. Tu dis, ok, parce que c'est pas normal ma situation. Donc, tu commences à te poser des questions à tes parents et tu vois que ma mère est tout de suite défensif, en fait. Et ça a été le résumé de la relation. C'est, je ne parle pas, c'est ce que c'est et tu dois te débrouiller avec tes émotions. Et, tu vois, et ça, franchement, ça a été ravageur. Parce que je suis encore en colère aujourd'hui. Ça Genre, je fait, suis... ça fait un peu écho à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Tu La sais, je suis... désacralisation de la famille. Ah, mais oui. Ouais. Et c'est comme, je sais pas, vous regardez les Marvel, il y a un moment où Hulk, il y a Black Widow qui lui dit, mais comment tu contrôles ta colère? En fait, je suis toujours en colère. Et c'est ça, en fait. Pendant les années, j'ai appris à contrôler et où diriger cette colère, mais je suis prêt à partir à tout moment. Et c'est constamment comme ça. Et certaines personnes proches de moi ont pris cher, malheureusement. C'est, Les aléas de la vie. c'est, Dommages collatéraux. ah oui, Ce n'était pas contre vous. que ont pris cher, mais où pour moi, où je pense que moi, j'ai réussi, quand dans ma tête, je me dis, ok, j'ai réussi, c'est que on m'a mis sur une trajectoire qui était une trajectoire comment dire, d'échec, Descendant. hein. Ouais. C'était échec. Vous m'avez dessiné une carte d'échec. Vous m'avez mis sur cette trajectoire. Et par la grâce de, je ne sais pas, je veux dire de Dieu, je suis pas religieux, mais je suis croyant. C'est une grande différence. Donc par la grâce de Dieu, au lieu de me retourner sur moi-même, j'ai pu prendre cette énergie et le mettre à l'extérieur, en fait, et me battre contre le monde. Du coup, je me battais contre ma famille, mais aussi contre le monde extérieur. Et pour moi, c'est une réussite parce que si on me met sur un chemin d'échec et que j'arrive à sortir de ça, c'est que je sais pas comment j'ai fait, mais T'as fait. T'as j'ai fait. réussi. J'ai réussi à sortir de ce qu'on appelle en anglais the generational curse. Parce que mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de noirs, hein. Against all odds. Exactement, against all odds. Mais du coup, j'ai une question qui me vient, c'est ça t'est venu d'où cette force
et du coup, ben, cette résilience, Ouais. Boulba Yekou, bien évidemment, pour du coup te dire Donc, que je vais sortir de ce circuit d'échecs et, euh, et ben, je vais vouloir réussir, tout simplement. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. On va dire, la première, c'est que c'est de mon ADN. L'île dont je viens, on était la première république noire quand même. Euh, on n'a pas choisi les discours et la négociation. On a pris nos machettes et on a coupé toutes les têtes. Femmes, hommes, enfants, vous faites partie d'un système d'oppression pour mon peuple. On coupe, on cut découpe. him down. On le paye encore le prix aujourd'hui, mais ma foi, c'est comme ça. Donc, je pense que j'ai déjà ça dans mon ADN et toute ma famille, elle est combattante en fait. Donc j'ai déjà cette énergie. Les Donc, du gens- coup, pour toi, la dignité, du coup, c'est ce qui revient aussi sur le podcast précédent. C'est, c'est une chose qu'on a en soi. Je pense que oui. Quand je regarde d'autres qui peuvent avoir le même vécu que moi, mais qui n'en sortent pas de la même manière ou qui laissent le monde leur détruire, c'est que quelque part, je pense que l'estime de soi-même et la vision de soi-même et l'amour qu'on a pour soi-même a joué un grand jeu. Parce que, comme j'ai dit, j'aurais pu me retourner sur moi-même, mais je m'aimais. Donc, je vais pas me détruire. C'est pas possible. Donc, je dois détruire ce qui est en face. Ce qu'il y a devant. Obligé. Si j'ai le dos contre le mur, je vais pas m'accroupir. Non, 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 non. T'es devant moi. Voilà. Tu Get vas out the déguerpir. way. Non. Et no way, no way. No way, no way. Et du coup, donc, pour toi, quelle est ta plus belle rédemption sur la vie? Donc, Boulba Yekou, comme je l'aurais dit encore une fois. Ouais. Et bah, qu'est-ce qui t'a amené du coup à être aujourd'hui l'homme que tu es? Et comment aujourd'hui tu te considères? Est-ce que tu te trouves accompli? Est-ce que tu as encore des défis à relever? Est-ce que tu as encore des obstacles sur ta route? Une vie comme la mienne, a beaucoup de séquelles, hein. Comme tu dis, bon, ma famille m'ont quand même, j'ai quand même parlé à des psychologues, j'ai vu des médecins, toutes sortes. Juste avant que tu continues, Oui. est-ce que tu peux juste nous parler un peu plus de ce côté psy, etc. Parce que dans cette émission, on essaie vraiment de dédramatiser le fait d'avoir des psys. Est-ce que juste tu arrives à nous préciser un peu sur quel point ça t'a aidé, si ça t'a aidé ou pas? Ouais. Alors, je dirais pour moi, quand on traverse quelque chose, quand on traverse quelque chose dans notre vie, on a soit la famille à qui parler et avoir leur opinion, ou soit les amis à qui parler et avoir l'opinion. Les amis, ils seront biaisés, naturellement. D'une part parce que bah, c'est mes amis, et d'autre part peut-être que la façon que j'explique c'est aussi biaisé. Ensuite, il y a la famille. Très souvent, bah, peut-être que c'est eux le problème, donc c'est pas eux qui vont me donner le meilleur conseil. et, et, Très souvent. et la famille, je sais pas si c'est la famille noire, mais les gosses, ils ont toujours tort de toute manière. Donc, c'est pas vers eux que je vais donner un conseil et ils vont pas être, ils vont pas, ils vont pas vraiment me guider de cette manière-là, pas de manière émotionnelle en tout cas. Donc, de voir moi les psys, j'étais vraiment pas. Moi, quand je l'ai fait, c'était forcé parce que ça revenait au fait que ils disaient que j'allais finir comme mon père, j'étais hyperactif, j'avais, comment dire, on dit en anglais anger management. Donc, ils m'ont fait voir des gens, ça me plaisait pas du tout. Mais au final, j'ai pu parler à des personnes qui m'ont fait comprendre qui a confirmé que non, c'est vous les héros. Que quelqu'un qui pense normalement pense comme moi, au final. Et ça m'a aidé à me penser, ok, je suis pas seul. Et comment je vais arriver, parce que j'étais fâché, j'étais en colère. Est-ce que j'ai des anger management issues? Je ne sais pas. Mais j'étais fâché, j'étais en colère. Mais comment tu peux avoir ce sentiment et quand même réagir de manière contrôlée? Parce que en étant un homme noir de grande taille, une voix grave, même si j'ai raison, dès que je parle, j'ai tort. Et du coup, il faut faire très attention à la manière dont je parle et quand je choisis de parler. Donc, quand j'ouvre ma bouche, je sais que
Tout dépend de la situation. 90% des cas, je vais avoir tort. Parce que, bah, clairement, si je me lève et que j'agis, je réagis, c'est tout de suite... On va mettre l'accent sur la forme et pas sur le fond du problème. Exactement. Donc ça a été avec ma famille, donc ma vie avec ma mère, qu'elle ait tort ou pas, dès que j'agis, bah, c'est tout de suite le grand noir dans la maison, il doit être comme son père. Pareil, ça peut être pareil à l'école, ça peut être pareil à toutes sortes d'embrouilles en fait, que j'ai tort ou pas, dès que je me lève et que j'hausse le ton, tu as tort. Donc ça m'a vraiment permis de pouvoir contrôler comment j'exprimais cette colère et quand est-ce que je choisissais de l'affirmer ou pas. Ça m'a vraiment permis de naviguer en fait les personnes, de naviguer les personnalités et d'éviter les conflits. Donc je suis un expert en évitant les conflits, même si elles viennent, hein, très souvent d'ailleurs, mais je suis un expert en éviter les conflits. Certains me diraient que non, tu fuis. Et je dis non, je fuis pas, parce que T'as juste cette capacité d'analyse, en fait. oui. Les combats ne valent pas la peine d'être menés. Ah non, ah non, 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 non. Certains, j'ai déjà entendu le mot, ouais, mais t'es lâche parce que tu confrontes pas. Je dis, mais je, je sais ce qui va en sortir. Je sais ce qui va en sortir, donc pourquoi se battre? Pourquoi je vais perdre mon énergie? Tu m'apportes rien? Ok, Viens à gauche. exactement. Get Peace. out of the way! Enjoy your life. Move. Enjoy your life. Enjoy your life. You know? And, donc oui, peut-être pour répondre à ta question, je pense que il faut s'aimer. Et je dis pas ça de manière égocentrique, c'est savoir d'où tu viens. Je pense que c'est important de savoir que je viens d'une nation de guerriers, de combattants. Moi, ça m'aide à savoir, ok, mon attitude elle est correcte, je continue cette lancée-là. Savoir qu'il y a des gens dans ta vie, même si ils le communiquent pas bien, qui t'aiment, ils le font de leur manière. Longtemps, ma grand-mère, je l'avais un peu mis de côté pendant mon adolescence parce que j'arrivais pas à faire la part des choses. Si tu faisais partie de ma famille, C'était problématique, allez. c'était pas. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, sans elle, si j'aurais grandi avec ma mère et son mari, punaise, j'aurais pu être drogué, hein, quelque part, à Genève. Alors que j'ai grandi avec une femme forte qui, comme je dis, mon grand-père, il est décédé, s'est suicidé. On a dormi pendant 1 an dans une chambre de 10 mètres carrés, pas une larme versée. Pas un moment, oui, non, je peux pas aujourd'hui, je peux pas, je suis triste. Non, 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 c'est guerrier jusqu'au bout. Donc, c'est cette même énergie que je prends et je continue quand même, en fait. Je suis fatigué, non, je vais au travail. Pourquoi? Parce que I gotta feed myself. C'est qui va le faire? C'est magnifique, hein. Franchement, c'est beau. En fait, cette mentalité que les parents, ils peuvent avoir. Donc là, un parent vraiment au sens large. Parce que là, en l'occurrence, c'est ta grand-mère qui a joué ce rôle. C'est, j'avoue, c'est fort. Maintenant que moi j'ai un enfant, et les gens ils disaient, ouais, mais tu verras quand t'as un enfant. En fait, je vois rien du tout. C'est l'inverse. En tant que parent, t'as un pouvoir sur ton enfant. Et je vois certains de notre génération, je les vois qui sont sur les réseaux sociaux, je vois que les gens se réveillent, mais nous avons un pouvoir sur nos enfants que la génération peut-être de nos parents, ils comprennent pas. C'est qu'aujourd'hui, si je me lève et que je vais habiter dans un quartier défavorisé où il y a des problèmes de gang, c'est la vie de mon gosse que je contrôle. C'est son avenir que je contrôle. Si demain je me lève, je retourne au pays, ça va impacter sa vie. Si demain je décide de lui plus parler en anglais, c'est sa vie que je décide. Si je décide qu'on va au McDo tous les semaines, tout ce que je fais, je contrôle sa vie jusqu'à ce qu'il sorte de la maison. Donc ça peut, même après. Donc ça veut dire que jusqu'à 30 ans, je contrôle sa vie. Et quand ils sont là, ouais, mais non, t'as ta propre vie, t'es à la maison. Non, non, non. C'est toi qui contrôle. C'est toi qui... Je contrôle rien. Où je vais à l'école, c'est toi qui décides. Ce que je porte, c'est toi qui décides. Ce que je mange, c'est toi qui décides. Ça, c'est ma vie. Et il est temps que les parents, ils prennent responsabilité sur ça, en fait. Qu'ils comprennent l'impact, qu'ils apprennent à s'excuser déjà, aussi. Et de dire que c'était pas la bonne décision. Tu vois, c'est pas la bonne décision que j'ai prise sur ta vie. Et d'arrêter ah non, c'est pas ma responsabilité, j'ai fait de mon mieux. Non, t'as pas fait de ton mieux. Parce que pour ton patron, tu fais mieux que ton mieux. Chaque année, t'as une revue annuelle, voilà ce que t'as fait de mal, et t'améliores l'année prochaine. Mais pour tes enfants, tu fais pas ça.
C'est très bien dit. C'est Damn, real talk. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il n'y a pas trop de parents qui nous écoutent. Il y en a qui vont se remettre en question, là. Ah non, mais... Mais après, tu me diras, c'est, en vrai de vrai, c'est un peu le but du podcast. C'est, C'est vrai. nous, ça nous permet de thérapie, faire écho avec ce que les gens ont pu vivre et tout. Et puis, si ça amène tout le monde à réfléchir, et puis après on avance tous ensemble, jackpot, bingo. C'est le but. Mais c'est à la base, c'est vraiment le but. Donc oui, moi j'espère qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui vont réfléchir. Oui, 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 oui. Écoutez Parce vos qu'il enfants. Alors après, attention, on va pas dire que nous les enfants on a tout le temps raison. Ce serait mentir, ce serait prétentieux. Mais c'est bien de Bah après, c'est vrai que d'échanger. surtout passé un certain âge, Les on enfants, a le droit au dialogue, c'est ça. Les enfants, surtout des enfants. Après ça, pour des parents aussi, c'est difficile à accepter, hein. Faut dire Ah. la vérité. Ah, j'ai très souvent, tu vois, c'est un truc qu'on voit, c'est que t'es là en tant que parent, tu penses avoir l'ultime raison parce que, oui, t'as 30 ans, 40 ans de vécu et t'as ces petits enfants qui arrivent, qui essaient de te parler alors qu'ils n'en savent rien à la vie. Certes, il y a peut-être cet élément-là, mais c'est pas, on doit pas s'attarder sur ça. Il faut pas s'attarder sur le fait que, ah non, le gosse, il comprend rien à la vie, ça sert à rien. Non, c'est quelle émotion est-ce qu'il essaie de communiquer et comment on gère cette émotion-là. Parce que si c'est pas à vous qui va parler, c'est à qui va parler. Ok? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est le mauvais copain, la mauvaise influence? On sait pas. On espère que c'est de la bonne influence, peut-être. Mais est-ce que, voilà. Après, c'est un peu laisser son fils jouer au poker, quoi. Ah oui, ah oui, ah, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Mais je veux rajouter un petit élément. t'écoutes. Parce que j'aime bien faire le devil's advocate, on dit en anglais. Nous qui avons grandi avec une vie compliquée, je trouve on a une certaine indépendance. Juste, je rappelle, quand on dit compliqué, c'est à notre échelle. Comme il a dit en début Ouais. d'émission, je tiens à À préciser, notre échelle. avant qu'on ne retombe dessus. Ouais. On est bien lotis par rapport à d'autres, mais on parle à notre échelle. Clairement, clairement. On arrive à s'en sortir, on arrive à être adulte. Et je vois d'autres qui ont eu ce que moi, dans un autre monde, quand j'étais plus jeune, j'aurais voulu avoir deux parents, Mhm. l'amour, le support émotionnel, le support mental, mais je vois ces gens complètement perdus. Pas seulement complètement perdus sur ce qu'ils veulent faire sur l'avenir, mais complètement perdus sur l'amour de soi et de gérer sa vie. Donc je me dis, maintenant que j'ai un gosse, C'est peut-être un mal pour un bien. qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que, est-ce que je vais faire un fils à papa qui ne pourra pas pouvoir se débrouiller si j'agis comme j'aurais voulu avoir comme parent? Ou est-ce que, comment on fait? Comment on fait? Moi, je serais tenté de dire que l'équilibre, c'est le maître mot. C'est-à-dire que, oui, tu vas donner, de toute façon, que tu le veuilles ou non, ton fils, tu vas lui donner ce que toi, t'as pas pu avoir. Maintenant, le tout, c'est d'être de réussir à être dans le dosage, en mode, ok, oui, j'estime avoir manqué de ça, ça, ça quand j'étais plus jeune. Bon, je vais faire en sorte que mon enfant ne manque pas de tout ça, mais en même temps, je vais faire en sorte de lui inculquer les valeurs que moi j'ai pu développer de mon côté tout seul. Je pense que ça passe par beaucoup de choses. On te demande pas de le remettre dans les mêmes conditions que que toi, non, au contraire. Mais tu vois, je pense que beaucoup lui parlaient, beaucoup lui expliquaient, etc. Parce que moi, je sais que personnellement, mes parents, c'est ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils nous ont quand même pas mal parlé, pas mal raconté leurs histoires, jusqu'à, en fait, on était là en mode la même réaction que tu as mené. Oh, vous êtes des maxeurs, tout machin chouette. Mais, en vrai de vrai, c'était pas des maxeurs. Et ce qu'ils nous ont raconté, c'est des galères qu'ils ont traversées. Franchement, moi je me dis, Dieu merci aujourd'hui, Dieu merci aujourd'hui, moi j'étais là, quand j'étais ado et tout, ma seule colère entre guillemets,
J'en voulais à mes parents, pourquoi? Parce que ils sont partis habiter dans un trou paumé et tout, et j'habitais loin de tous mes potes, tout ça, c'est-à-dire qu'on se voyait la semaine en cours, même pour aller au foot et tout, etc. Le soir, c'était des missions parce que, ah ouais, mais on n'aime pas te savoir dehors à pas d'heure, oui, il faut que tu dormes peut-être là, tout, mais on n'aime pas trop en même temps demander, même si on dit que c'est la famille, on n'aime pas trop demander, laissez-moi vivre ma vie. Moi, c'était ça mon truc. Après, un peu plus tard, arrivé à Lyon, ça, je me payais le loyer. Quand j'ai été majeur, je me suis pris en charge sur mes courses, si ça, et même ça, c'est faux, parce que quand je repartais le dimanche soir, ma valise était toujours pleine de bouffe. Et, la daronne, elle toujours, faisait les courses et tout en mode, ah, tu vas partir, tiens, prends ça, tiens, je t'ai pris du lait, si ça, parce que je ne peux pas commencer ma journée sans Nesquik. Voilà. Et non, je suis bien content. Moi, les darons, quand ils me racontaient, eux, quand ils étaient étudiants, comment c'était, moi, je ne peux que dire que j'étais très bien. Et je pense que, pour parler, du coup, de ton fils, pour lui expliquer les choses et tout, que ça, quand il sera en âge de comprendre, évidemment. C'est pas là, maintenant, tu vois, quand ça te dirait, écoute, moi, quand j'avais ton âge, et non, après, encore une fois, je me répète, être parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, tu fais avec tes armes, parce que moi, je pars du principe que, après, c'est ma vision de la chose et j'ai pas encore d'enfant. Donc, je pense pas que avoir la vérité absolue là-dessus. Mais je pense que quoi qu'il arrive, nos enfants, ils auront toujours quelque chose à nous reprocher. Donc, Ouais, le mieux, c'est de voilà. donner la meilleure version de soi-même, et puis, Inch'Allah, hein, comme on dit. puis voilà. Mais tu vois, le fait de parler au psy ou aux choses comme ça, parce que en tant que parent, j'estime que c'est moi qui décide de mettre mon enfant au monde, c'est ma décision. Et ça revient à un de vos épisodes auxquels vous avez discuté où nos parents, ils font en sorte qu'on se sente redevable. Et moi, peut-être que c'est plus facile de dire ça parce que j'ai pas vraiment de relation avec les miens, donc peut-être c'est plus simple. Mais pour moi, c'est pas le cas. Mon fils, il me doit rien. C'est moi qui ai décidé. Et je vais vraiment être réducteur, mais quand vous adoptez des chiens et des chats, vous leur demandez de vous devoir quelque chose? Non. Non, je veux pas dire que l'enfant, c'est comme ça. Oui, il doit avoir un certain respect, mais aujourd'hui, peut-être qu'ils sortent cet argument pour essayer de nous amener à quelque chose d'autre, mais peut-être c'est pas la meilleure manière. Parce que je dis, encore une fois, c'est moi qui décide de mettre mon enfant dans un monde qui est pas top d'ailleurs, ok, où il va affronter je ne sais quoi, et ensuite il va rentrer à la maison, ouais, mais je t'ai porté pendant 30 ans dans mes cojones. Ah non, comme t'as dit, t'as pas demandé d'être là. C'est moi, donc c'est moi qui te dois. C'est moi qui te dois parce que tu me rends heureux, je t'ai fait pour être heureux. C'est vrai que d'une part, faire un enfant, c'est un peu égoïste parce qu'on le fait pour soi. Un peu beaucoup. Un Je peu beaucoup. veux dire, ouais, mon fils, dis-moi merci que je t'ai mis au monde. Non, merci d'être venu au monde et d'avoir changé ma vie. C'est ce que je dois lui dire. Pas, dis-moi merci, regarde, je mets des habits sur toi. Bah, je fais des enfants, c'était pour faire ça, hein. What the fuck? That's weird, bro. That's weird. That's weird. Tiens, c'est une énergie qui est... Mais je pardonne à nos parents parce que, ça c'est un truc qui est très important quand on parle de generational curse, c'est que eux ils ont traversé des dingueries que nous on n'aura jamais à traverser. Parlons un de tes épisodes que tu as eu à ton travail. Ça, c'était à ton travail. Mais imagine, c'était Tous les jours dans la rue. bus, vélo. Parce que quand ma famille, elle est arrivée aux États-Unis, c'était encore chelou, hein. Ça veut dire, dans la rue, tu pouvais même pas choper d'appartement. Ton boulot, bah, tu restes. C'était partout. Après, ces séquelles, maintenant, bien sûr, ils les ont repassés vers nous parce qu'eux, ils étaient en mode survie. C'était en mode survie. Nous, c'était pas de tresse, pas de tatou, parce qu'il faut, tu sais, il faut Faut rentrer dans les rangs. les Caucasiens.
faut pouvoir être accepté, donc voilà, et ils ont transmis leur douleur, mais ça faisait sens, parce qu'ils nous préparaient pour le monde qui était comme le leur, hein, qui Ouais. était catastrophique. Maintenant, c'est encore à nous de comprendre, d'aller parler à des gens pour nous aider avec nos problèmes, pour qu'on prépare notre enfant au vrai monde, mais pas au monde qu'on a eu, mais au vrai monde que eux ils ont. Est-ce que tu penses que nous, du coup, on va être capable de faire ça? Parce que même nous, si tu regardes aujourd'hui, on a grandi dans un monde qui, aujourd'hui, à nos 30 ans, est complètement différent. Les problèmes qu'il y avait quand on était jeune ne sont pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on va être en capacité, du coup, nous aussi, de pouvoir préparer nos enfants au monde de demain? Dans lequel, comme tu l'as dit, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer. Il y a des génocides un peu partout, enfin, c'est n'importe quoi. Si tu regardes, le problème de notre génération, quand je dis notre génération, les millennials, c'est que on a une instabilité psychologique. Nos parents, oui, pour nous, ils étaient instables psychologiquement, mais ils étaient trop occupés à comment nous nourrir ou comment sortir La du galère. galère qui vient de sortir, tu vois, entre ex-pays colonisés ou aux États-Unis où il y avait la ségrégation. Donc c'était, on vient de sortir de ça, comment on tabasse, comment on fait 4 fois plus pour arriver à faire un truc comme le Caucase, tu vois. Je dois étudier 4 fois plus, donc eux ils étaient concentrés sur ça, et notre génération, et je parle pas que pour les Noirs, on est un peu perdu en fait. C'est quoi notre motivation du coup? C'est pour ça qu'on est mentalement, on est perdu. On est perdu. Tu vois, on se cherche, on comprend pas qu'elle est notre culture. Il y a la mondialisation, il y a les Noirs qui sont en Alaska, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Moi, oui. Moi, j'ai mon fils, je l'ai élevé en Suisse, mais ça n'a rien à voir avec ma culture. Et on est perdu. Du coup, moi, je dois le préparer à un monde où lui, il aura une crise identitaire aussi. Parce qu'il est métis, mais est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il s'attache à la culture de son père? Est-ce qu'il attache à sa culture de sa mère? Qu'est-ce que les gens y vont dire? Ok, mais du coup, quelle sorte de travail? Je pense il faudra qu'on leur apprenne à repartir sur d'où ils viennent, quelle est leur culture, l'amour de soi-même, et ensuite, après, le reste, tu ne peux pas contrôler. Mais au moins de revenir sur l'identité qu'on perd, nous qui sommes de famille d'expats, parce que j'aime pas les migrants, nos parents c'est des expats qui sont restés. Il faut qu'on les reconduise vers la source. Je dis pas non, je dis pas il faut retourner au village et vivre comme on faisait à 100 ans, je dis pas ça. Mais est-ce que t'es sénégalais? Oui, rattache-toi à ces valeurs. Est-ce que t'es sénégalais et portugais? Très bien. Attache-toi à ces deux valeurs, mais vraiment retourner à ta source et sans faire de discrimination avec les autres. Non, c'est juste d'où tu viens, de t'aimer comme t'es, et on va affronter la vie avec ça. That's all you can do. C'est un beau message de paix, je trouve, et d'unité surtout. Que chacun puisse retrouver ses valeurs et s'aimer comme il est. Et je pense qu'en s'aimant soi-même, déjà, on a plus de facilité après à aimer les autres. Bah, pour moi, c'est une condition sine qua non, comme on dit. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas aller aimer les autres? Comment tu vas aller aimer quelqu'un dehors? Parce que j'ai envie de dire que finalement, on est plus dans l'amour de comment en fait on se perçoit à travers les yeux de la personne en face de nous, plutôt que vraiment l'amour de l'autre. Mais donc du coup, si toi tu ne t'aimes pas, c'est-à-dire que même si tu te regardes dans le regard de la personne en face de toi, tu vas pas aimer ce que tu vois, du coup tu vas pas aimer être avec cette personne, etc. Donc tu vas pas aimer la personne. Moi je vois les choses comme ça. Je sais pas si tout le monde comprendra où je veux en venir, parce que c'est un peu brouillon, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon comme moi j'explique, mais On a compris. bon, C'est très clair. vous avez compris, voilà, moi c'est bon, c'est bon. Celui qui a pas compris, c'est qui voulait pas comprendre. Mais ça, quand tu penses, c'est un truc connu, parce qu'on connaît tous une situation où on a dit, ah, elle est mal aimée, ou lui, il est mal aimé. Et on arrive à cerner les personnes qui s'aiment pas, hein, parce qu'il y a une attitude.
qui est, normalement, si tu t'aimes, il y a une façon dans laquelle tu voudrais qu'on te traite. Ouais. Et tu vas jamais traiter les autres De cette de manière. cette manière. Mais si tu le fais, c'est que quelque part, en fait, la réflexion sur soi, elle est pas là. C'est ça. Et ces gens, il y a un truc qui cloche, tu vois. Et je m'excite pas contre eux. Je me dis, ta vie, elle est triste, parfois. J'espère que tu auras l'aide que tu as besoin. Bah, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, puisqu'après, il y a un dicton qui dit, le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on est malade. Et ces gens-là, très, très souvent, ils ont même pas conscience de, qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils ont pas cet amour, cette estime de soi. Donc, comment tu peux les amener à avoir ce truc-là s'ils te disent, ouais, mais moi, je vais très bien. Ouais. Ça, c'est une des... Comme j'ai dit, moi, je suis pas religieux. J'ai de la foi, mais je suis pas religieux. Pourquoi? Pour faire très court, je trouve que la religion a trop été touchée par l'homme, ou du moins la religion dans laquelle j'ai grandi, qui est la religion catholique, où ça a trop été touché par l'homme, et le message que Jésus a eu au début, qui est déjà juif aussi, je dis juste à préciser, le message qu'il a eu On au va avoir des début... problèmes. On va avoir des Non, mais problèmes. le message qu'il a eu au début, en fait, ça a trop divagué, donc chacun son truc, hein. Donc je pense que ma relation avec la foi n'est pas obligée de passer par la religion. Donc je prends, si je vois des musulmans, je prends ce que j'aime, si je vois des juifs, je prends ce que j'aime. Voilà. On appelle ça maintenant là, être spirituel. Exactement. Mhm. Et bizarrement, je pense que même si je suis pas religieux, mais si on reste dans le plus simple de ce qu'une religion apporte, certaines personnes qui sont perdues, je pense que se tourner vers la foi peut vraiment aider. Parce que il y a rien, tu sais, quand tu rentres dans une église, je suis jamais rentré dans une mosquée, mais peut-être que vous, oui, quand tu rentres, même si certains ont été, construits sur de la merde, on va dire, surtout dans l'église catholique, mais quand tu rentres, il y a une certaine paix, tu vois. Parce que tu te dis, je sais pas comment expliquer, mais il y a un air qui est très différent de paix, paisible, parce que tu vas pas rentrer dans l'église à avoir des idées de dingue, en fait, non? Après, il faut se dire que quand tu rentres dans des lieux sains déjà, T'as un objectif. t'as un objectif déjà et tu te mets déjà dans un état de paix et tu te retrouves avec toi-même. Donc forcément, quand tu rentres dans ces lieux sains-là, tu vas être apaisé quoi qu'il arrive. Et moi, je peux le dire parce que bah, je reviens d'un pèlerinage et j'ai jamais été autant apaisé et en paix de ma vie qu'en étant là-bas. Tout le monde avait le même objectif. Et, et tu sais, tu faisais le ramadan une année, l'année dernière, et pendant votre prière pour casser, break the fast, en français, je sais pas comment on dit, Rompre le jeûne. rompre le jeûne, j'avais mon fils là assis, Mhm. en mode, comme un gosse normal, il bougeait tout. 5 personnes ont commencé à prier, donc Iba et sa famille, Il s'est calmé. pendant les 10 minutes de prière. Il était Ouais, Calme. on n'a pas parlé. apaisé. Et c'est fou, hein. Et c'est Ouais. fou, ça. C'est vrai. On réalise pas, et les gens disent, ouais, mais parce que très souvent, bon, malheureusement, certains pays en Europe qui divaguent complètement de la religion, je me dis, mais les gars, c'est rare que on ait quelque part où tout le monde, pendant un instant, que ce soit 1 heure ou 10 minutes de prière, on pense tous à la même chose, on est tous guidés vers une seule chose, ça n'arrive plus jamais. C'est rare. T'imagines, tu vas à la Mecque, vous étiez combien? 2 millions? Trop nombreux. C'est 3 millions impressionnant. de personnes qui pensent à la même chose. Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. À part si tu vas sur OnlyFans, ces gens-là, ils pensent à faire la même chose, c'est clair. Mais... Wow! La transition. Attention, là, non, pause. Hold up. Non. Tu peux pas faire ça. Non, mais je comprends parfaitement ce qu'il dit parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis allé à la Mecque. C'était à la dernière prière et à un moment, je lève la tête et tout pendant ma prière et je suis surpris parce que je me dis, mais genre là, le monde, il s'est arrêté en fait. Ouais. Il n'y avait plus un bruit, Ouais. tous les commerces avaient fermé et j'entendais juste les oiseaux. Je me suis dit, mais
Et là, limite, j'ai failli fondre en larmes parce que je me dis, mais c'est trop. Tu vois des millions de personnes, tous comme ça, silencieuses, incroyable. Et c'est ce que j'aime avec, bon, je sais pas assez, je connais pas assez la religion juive, mais je sais que ils sont très communautaires, un peu très comme les musulmans. Mais c'est ce que j'adore avec cette communauté, c'est que quand on fait le Ramadan, tout le monde est ensemble. On break the fast ensemble. On a tous le même objectif dans la journée. Et encore une fois, d'avoir ces choses-là, je pense, à quelqu'un qui est perdu, qui sait pas trop. Je dis pas oui, il faut forcément se tourner vers une religion particulière. Rentre juste dans un lieu sain, si t'as le droit. Absorbe cette énergie. Parce que c'est un lieu sain, ça peut aller en Inde, hein. Tu peux aller en Inde dans un temple d'hindou, tu peux aller en Chine, Non, ça c'est clair. chez je sais pas qui, mais tu rentres et tu vas sentir cette énergie. Prends ce temps, reflète sur ce qui se passe dans ta vie. C'est comme prendre l'avion des fois. Tu sais, quand tu prends l'avion, tu vois les problèmes, ils sont loin. Ça peut te faire pareil. C'est vrai. Non, mais ça c'est vrai, qu'importe les religions, hein. Mais moi, en tant que musulman, bah, je suis déjà allé dans des églises, etc. J'ai déjà fait des fêtes de Noël et autres. Mais tout est apaisant, en fait. Du moment où tu es dans la maison de Dieu, c'est apaisant. Et oui, toutes les personnes, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une solution de se tourner vers la religion parce que c'est la foi et la foi, c'est la paix. Clairement. Clairement. Donc, voilà. Totalement d'accord. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ben, pour la suite de ta vie et quel objectif t'aimerais atteindre? Tu sais, des fois, je suis malade. Je reste à la maison et, et je retourne au travail le lendemain. Les collègues me disent, est-ce que ça va? Même si ça va pas, je dis, mais si, ça va. En fait, j'ai mes jambes, j'ai mes pieds, j'ai ma tête, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je dors, je mange. Of course, I'm good. I'm good. Et c'est ce que je veux que vous me souhaitiez. C'est de continuer comme ça. D'avoir ces essentiels, tu vois, Et de bien manger surtout. de bien manger. Ah oui, un petit dibi, un petit yassa. Tu vois, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Je sais que c'est simpliste de dire ça, mais enfin, tu vois, c'est de juste pouvoir me lever et je sors de mon lit sur mes deux jambes et je peux aller courir, je peux faire du travail intellectuel, je peux voir mes amis, je peux manger, et j'ai cette liberté que beaucoup de mes semblables n'ont pas. J'ai rien demandé d'autre à la vie, hein. Ça, je suis déjà mieux que 90%. J'ai rien demandé de plus, tu vois. Parce que pour tout ce qu'on a, on vous prend quelque chose. Pensez juste à ça. Et c'était quoi déjà ta deuxième question? Tes objectifs de vie, du coup, tes prochains défis, prochaines étapes. Moi, mon seul objectif là, depuis que j'ai mon enfant, c'est de Le mettre bien. pas le mettre bien, mais de parce que c'est subjectif ça. Mais c'est d'être le parent que je n'avais pas ou les parents que je n'avais pas et de vraiment pouvoir avoir le mental de l'écouter et de l'accompagner dans la vie, mais vraiment en fait, dans chaque étape, vraiment l'accompagner, pas observer ce que mon enfant il fait, c'est vraiment d'être présent, d'être là et je pense que les gens ils vont dire ouais mais si tu veux le faire, non mais il y a tellement de trucs dans la vie qui arrivent qui essaient de te bloquer la route. Donc, mon objectif c'est d'être là en fait pour lui jusqu'à ce que je parte. L'emmener au foot tous les samedis matins, sans exception. Inch'Allah. 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 Je préfère le basket, je pense. Ah Mais oui, exactement. Exactement. moi, le foot, ça me va. Exactement. Je sais bien pourquoi j'ai dit foot. J'ai juste dérangé. Mais du coup, il jouera pour quelle équipe? Le Portugal ou Oh, ça c'est le pays des Caraïbes? Ça c'est ça c'est notre épisode. On va rester en Suisse neutre, voilà. Bon, bah, il jouera pour la Suisse. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ta franchise. Merci de t'être livré à nous.
Ce fut avec grand plaisir qu'on a passé ce moment avec toi. Vraiment, Merci à vous. Et puis, on vous dit à bientôt. pour de nouvelles aventures. Deuces. Restez forts, restez en paix et aimez-vous. Bisous la famille. C'est le mot de la fin. Bisous à tout le monde. MDMA, c'est ma cam, je t'ai dit que j'ai quitté ce navire.